Et aujourd'hui, en pleine période fiscale, nous allons voir 5 solutions pour réduire votre impôt. Et oui, c'est la période préférée des Français, la période fiscale. Non, en effet, ce n'est pas du tout une période agréable et pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons donc vous donner plusieurs astuces afin de réduire votre impôt ou du moins mieux le maîtriser. Nous parlerons donc dans ce podcast de 5 solutions pour réduire votre impôt. Alors tant mieux pour vous. Si la première ne vous correspond pas, peut-être que la suivante sera pour vous, et ainsi de suite. Et avant de commencer, vous savez que vous pouvez nous aider en mettant un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça peut être Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Ça nous aidera à gagner en visibilité et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça vous permettra d'avoir chaque semaine le nouvel épisode dans vos notifications. Alors oui, actuellement vous êtes sûrement en train de réfléchir à votre déclaration d'impôt. Vous avez raison, c'est le moment de le faire. Vous l'avez peut-être déjà fait ou vous attendez même le dernier moment, comme tous les ans, pour ne pas vous faire peur en avance. Mais sachez qu'il existe de nombreux moyens pour réduire votre imposition et c'est justement ces différents moyens que l'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode spécial imposition de notre podcast. On va commencer du coup par le sujet qui peut toucher tout le monde. C'est la première astuce, comment choisir entre frais réels et les 10% d'abattement lors de votre déclaration. Effectivement, Guillaume, je le rappelle, quand on déclare ses revenus, on a deux options devant soi. Soit on utilise les frais réels, soit on utilise l'abattement de manière automatique. L'abattement, il est de 10% et il s'applique sur vos revenus. Concrètement, vous avez un salaire de 100 000 euros, si vous ne faites rien, il y a un abattement de 10 000 euros qui va se faire, 10% de vos revenus, et vous allez donc être imposé sur les 90 000 euros restants. Mais comment faire ce choix entre les frais réels et les 10% d'abattement ? Eh bien déjà, il faut savoir que par défaut, l'administration fiscale, elle choisit pour vous. Elle va opérer directement sur le montant de vos salaires déclarés une déduction forfaitaire, tu l'as dit Jérémy, de 10% au titre de vos frais professionnels. Ça veut dire que vos salaires, ils sont imposés sur 90% des sommes indiquées. Vous n'avez, dans ce cas-là, aucune démarche à faire si vous voulez conserver cette solution pour les 10% d'abattement. Cet abattement, il est destiné à compenser les frais professionnels, on l'a dit, qui sont supportés par le salarié. C'est les frais kilométriques et les repas essentiellement que l'on inclut dans ces frais-là. Mais cette déduction, elle ne peut être inférieure à un certain montant qui est réévalué chaque année et qui est également plafonné. Ça, c'est important de le savoir. Alors Guillaume, si tu nous parles de montant minimum et montant maximum, on aimerait bien les savoir. Eh bien, les plafonds pour la déclaration de cette année, donc en 2024, il est de 13 522 euros au maximum et le plancher, quant à lui, il est à 472 euros. Vous l'avez compris, du coup, si vous avez une rémunération supérieure à 135 000 euros, vous aurez le plafond maximum. Si elle dépasse ces 135 000 euros, vous serez toujours à 13 522 euros au plus haut pour la déduction de 10%. Et maintenant qu'on a vu les 10% d'abattement, si on ne veut pas choisir ces 10% d'abattement, c'est qu'on pense que les frais réels vont être supérieurs à ces 10% d'abattement. Mais qu'est-ce qu'on peut inclure dans les frais réels pour pouvoir faire notre calcul de notre côté pour savoir si les frais réels sont supérieurs aux 10% d'abattement ? Eh bien, ici, on va parler des frais de déplacement qui sont les frais de déplacement du domicile vers le lieu de travail. On a également tout ce qui va concerner les déplacements à titre professionnel, les frais de repas, les frais de documentation et de formation que le salarié a à supporter au titre de son activité professionnelle. Et donc, selon le travail que vous faites, vous pouvez avoir effectivement des frais qui représentent plus que 10% de votre rémunération, d'autant plus si vous avez une rémunération qui est plutôt basse. Exactement. On va prendre un exemple concret. Vous avez des revenus de 30 000 euros par an. Les frais professionnels automatiquement déduits seront donc de 10% de vos revenus si vous ne faites pas le passage au réel. Ça veut donc dire que vous allez devoir comparer les 3 000 euros d'abattement à vos frais réels engagés. Effectivement, si on a une rémunération à 1 million d'euros, les 10% sont de 13 522 euros. Vous vous rappelez, c'est le plafond. Donc, on peut se dire que faire plus que 13 522 euros dans les frais professionnels, dans les déplacements, dans les repas et ainsi de suite, c'est toujours plus compliqué quand on a une rémunération élevée. Mais là, pour 30 000 euros par an, vous devez comparer si vous avez plus engagé de frais que ces fameux 3 000 euros d'abattement. Et si vous avez des frais supérieurs à ces 3 000 euros d'abattement, alors vous devez opter pour les frais réels. Concrètement, si vous avez par exemple 5 000 euros de frais réels vs les 3 000 euros d'abattement, au lieu de déclarer et d'être imposé sur 27 000 euros pour 30 000 euros de revenus, vous allez être imposé sur 25 000 euros. Et donc, les 2 000 euros qui ne seront pas imposés vont vous faire économiser de l'impôt. C'est une première astuce et vous devez la prendre en considération avant de ne rien faire sur votre déclaration,
car sinon, automatiquement, c'est les 10%. Allez, on va parler de la deuxième astuce pour réduire ses impôts, les emplois à domicile. Et oui, et là on parle de crédit d'impôt. Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vous engagez des dépenses au titre des services à la personne qui vous sont rendus à votre résidence principale, donc à votre domicile, ou même secondaire, et que cette résidence, elle est située en France. Et ça, c'est que vous soyez propriétaire ou non de cette résidence-là. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle justement de services rendus à domicile? Eh bien, ça peut être la garde d'enfants, ça peut être le soutien scolaire, ça peut être une assistance aux personnes âgées ou handicapées, pour ceux qui veulent aider leurs parents et qui ont leurs parents qui sont à leur domicile. Ça peut être l'entretien de la maison, les travaux ménagers. Si vous avez par exemple une femme de ménage ou une personne qui entretient votre jardin, eh bien ça peut rentrer dans le cadre de ce crédit d'impôt. Il y a différentes choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. On ne va pas détailler la liste complète, mais vous pourrez en tout cas regarder si ce que vous avez dans votre situation est éligible à ce crédit d'impôt pour ce qui concerne l'emploi à domicile. Et pour calculer votre crédit d'impôt, il est égal à 50% des dépenses effectivement supportées. C'est retenu dans une limite annuelle de 12 000 euros et éventuellement majoré en fonction des situations. Concrètement, si vous avez payé un homme ou une femme de ménage pendant toute l'année à hauteur de 5 000 euros, vous aurez une baisse de votre imposition de 2 500 euros, 50% de ces 5 000 euros. Allez, maintenant qu'on a vu cette deuxième astuce, n'oubliez donc pas de bénéficier de ces crédits d'impôt si vous en avez le droit. Allons voir maintenant la troisième chose, la pension alimentaire pour les enfants majeurs. La troisième solution pour réduire ces impôts. Et cette solution est souvent oubliée par la plupart des personnes qui ont des enfants qui sont majeurs et qui sont encore en études. Et oui, pension alimentaire, ici on ne parle pas de divorce, on parle bien de la pension alimentaire que vous pouvez donner à votre enfant majeur qui est étudiant. Devez-vous déclarer votre enfant majeur dans votre foyer fiscal ou alors déclarer une pension alimentaire? Ça, c'est la question qu'il va falloir vous poser pour faire le choix sur votre situation particulière. Parce que dans un cas comme dans l'autre, il peut y avoir une différence selon les revenus, selon la composition du foyer fiscal. C'est donc important d'être accompagné sur cette partie-là. Mais allons un peu plus loin dans l'explication de la pension alimentaire. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux options pour la pension alimentaire versée à un enfant majeur. La première, c'est si votre enfant il est domicilié chez vous. Et la suivante, c'est si l'enfant ne vit pas chez vous. Ça va être différent dans les deux cas. Donc si l'enfant il est domicilié chez vous, vous pouvez déduire la pension alimentaire qui est versée à un enfant majeur si deux conditions sont réunies. Que votre enfant ne soit pas rattaché à votre foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu et qu'il ait des revenus insuffisants. Il peut s'agir du coup d'une pension pour un enfant poursuivant des études ou d'un enfant qui est au chômage, qui ne peut pas subvenir seul à ses besoins. Pour la déclaration 2024 des revenus que vous avez perçus sur l'année 2023, vous pouvez donc déduire et sans présenter de justificatif la somme forfaitaire de 3 968 euros par enfant au titre du logement et de la nourriture. Et Guillaume, tu nous as dit la deuxième option si l'enfant ne vit pas chez vous. Peux-tu nous en dire plus? Et oui, là on parle du coup d'un enfant qui est étudiant, qui a par exemple son propre appartement. Là, vous allez pouvoir déduire les dépenses engagées pour sa scolarité, pour sa nourriture, pour sa santé et évidemment pour son loyer. Et le plafond de déduction, il est fixé à 6 674 euros par enfant. Vous le comprenez, on parle de plafond. Ici, ce n'est pas un abattement forfaitaire, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir justifier des dépenses qui sont engagées. Ça peut très vite atteindre ce plafond-là quand on parle du loyer, de la nourriture et des frais de scolarité. Donc vous devez quand même bien conserver tous les justificatifs des dépenses. Ils peuvent évidemment vous être demandés par l'administration fiscale. Et ici, point important, si les parents sont imposés séparément, après par exemple un divorce, chaque parent peut déduire ses dépenses dans la limite du plafond de 6 674 euros par enfant. Ça, c'est important de bien le comprendre. Allez, comme d'habitude, on prend un exemple concret. Revenu d'un couple, 120 000 euros par an. La fiscalité de ce couple, s'il déclare les deux enfants rattachés au foyer, ça leur fait donc 3 parts fiscales. 3 parts pour le foyer. Et donc, ils vont avoir une fiscalité de 15 454 euros pour le couple. Si maintenant, ce même couple ne déclare plus les enfants sur leur foyer fiscal, ils n'ont donc plus que 2 parts, leur fiscalité, après 2 pensions alimentaires de verser à 6 674 euros, sera de 14 968 euros. On voit ici un gain net fiscal directement de 486 euros. Pour faire ce type de calcul, vous pouvez contacter un conseiller en gestion de patrimoine ou tout simplement vous rendre sur le site impôt.gouv pour faire des simulations. Et on le comprend ici, Jérémy, l'intérêt, il va en grandissant, plus on a des revenus importants et donc plus notre tranche marginale d'imposition maximum est importante.
Et oui Guillaume, parce que les pensions alimentaires vont venir se déduire des derniers revenus imposables. Et donc effectivement, plus la tranche marginale d'imposition est élevée, plus les pensions alimentaires vont faire diminuer notre imposition. Allez Guillaume, maintenant j'aimerais qu'on parle des dons. Comment on peut réduire notre impôt quand on fait un don? Eh bien, les dons, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu plus connu des Français sur la défiscalisation. On va avoir des dons qui sont faits au profit des associations et ces dons-là, ils ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu qui peut aller de 66 à 75% du montant que vous versez sous forme de dons à l'association que vous avez choisie. Bien sûr, il y a une limite. Cette limite, elle est de 20% du revenu imposable. Allez, on vous dit tout sur cet avantage fiscal. Il faut savoir que les organismes qui peuvent recevoir votre don, ils doivent remplir 3 conditions pour être éligibles et pour que vous puissiez également déduire ces dons de vos revenus. Il faut qu'il y ait un but non lucratif. Il faut qu'il y ait un objet social et une gestion qui soient désintéressés et l'association ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. À partir du moment où ces 3 conditions elles sont réunies, les dons qui peuvent donc faire l'objet d'une défiscalisation, ce sont ceux qui sont faits à des organismes d'intérêt général ou qui sont reconnus d'utilité publique. Et maintenant, Jérémy, voyons ce que ça donne concrètement quand on fait un don. Eh bien, si on fait un don à des organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, on a une réduction d'impôt de 66%. Ça veut donc dire que si on verse 1000 euros, on a 660 euros de réduction d'impôt. Donc l'effort réel du don est de 340 euros. Maintenant, si on fait un don aux organismes qui s'occupent de personnes en difficulté, on a une réduction supplémentaire qui est non pas de 66%, mais cette fois-ci de 75%. Ça veut donc dire que si on fait toujours un don de 1000 euros, on a non pas cette fois-ci 660 euros de réduction, mais 750 euros de réduction. Ça fait donc cette fois-ci un effort réel pour la personne qui fait le don de 250 euros. Et là, Jérémy, pour ces 75%, on est d'accord que les 75%, ils s'appliquent sur les 1000 premiers euros de don. Exactement. Après, on repasse à 66%. Et Jérémy, il nous reste une 5e astuce qui peut être utilisée et qui est très intéressante pour les personnes qui veulent maîtriser leur fiscalité. On parle du PER. Effectivement, le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite est un dispositif d'épargne destiné à la constitution d'une épargne en vue de la retraite. Il permet aux individus, aux particuliers, de bénéficier d'avantages fiscaux lorsqu'ils épargnent pour leur retraite. Les cotisations versées sur un PER peuvent être déduites du revenu imposable, ce qui réduit l'impôt à payer. Les fonds épargnés en plus sont généralement investis sur des supports financiers, actions, obligations, etc. et peuvent être disponibles sous forme de rente ou de capital au moment de la retraite, selon les règles du plan en vigueur et de la législation lorsque l'on souscrit le plan d'épargne retraite. Aujourd'hui, le nouveau PER a remplacé les anciens dispositifs d'épargne retraite et il permet une plus grande flexibilité. On a expliqué ce dispositif dans l'épisode 62 et on a interrogé un expert sur ce sujet pour nous donner une stratégie miracle pour l'utilisation de ce nouveau plan d'épargne retraite. Et du coup, nous vous invitons à aller écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur le plan d'épargne retraite. Et Jérémy, du coup, on a vu les 5 astuces que tout le monde peut mettre en place très facilement. Est-ce qu'il existe d'autres solutions pour réduire sa fiscalité en France? Effectivement, allez, petit bonus, on a d'autres placements qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt ou tout simplement d'une maîtrise meilleure de votre fiscalité. On a par exemple les Sofica, le Girardin, le Malraux, les monuments historiques et il en existe encore plein d'autres. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais quand vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, ce conseiller en gestion de patrimoine peut aborder tous ces sujets afin de savoir comment maîtriser au mieux votre impôt et savoir aussi quel dispositif est le mieux adapté à votre situation. J'ai envie de dire que chaque dispositif pourrait faire l'objet d'un podcast, c'est pour ça qu'on ne les aborde pas aujourd'hui. Allez, et pour conclure cet épisode, on revient sur les 5 astuces que l'on a détaillées dans notre épisode du jour. La première astuce, on vous le rappelle, c'est le choix à faire entre les frais réels ou les 10% d'abattement. Ensuite, on a la possibilité de déduire 50% des dépenses que vous effectuez pour un emploi à domicile. Regardez bien car ça peut correspondre à beaucoup d'entre vous. Vous avez également la possibilité de déduire une pension alimentaire pour vos enfants. Ici aussi, c'est un choix à faire entre rattacher votre enfant à votre foyer fiscal et profiter d'une demi-part ou d'une part supplémentaire selon le nombre d'enfants que vous avez dans votre foyer ou la déclaration d'une pension alimentaire qui pourra vous permettre de réduire votre fiscalité. Vous allez également pouvoir utiliser les dons que vous avez faits à des associations à but non lucratif qui pourront vous permettre de déduire de 66 à 75%
des dons que vous aurez effectués. Et enfin, on en a parlé dans d'autres épisodes comme l'épisode 62 de notre podcast L'art de la gestion patrimoniale. Le PER, le plan d'épargne retraite, peut également être un excellent outil pour maîtriser votre fiscalité. Et nous avons besoin de vous en tant qu'auditeurs pour nous aider encore et encore à faire connaître notre podcast L'art de la gestion patrimoniale. Alors mettez-nous la note de 5 étoiles s'il vous plaît pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité. Ça nous encouragera et en plus de ça, ça permettra à ce podcast d'être plus visible. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.